France Maghreb 2. Le grand forum de ce 9 novembre avec la question du jour aujourd'hui, le jour du 43e anniversaire de la marche verte. Le roi Mohamed VI appelle l'Algérie à un dialogue franc et direct. L'Algérie doit-elle accepter cette main tendue du Maroc? Selon vous, vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Retour et décryptage sur la semaine difficile du président Macron. Analyse tout à l'heure avec nos chroniqueurs. Élection mi-mandat aux États-Unis cette semaine, stop ou encore pour Trump? Vous nous donnerez votre avis. Enfin, un rapport tristement prémonitoire pointait déjà en 2015 des défaillances de la municipalité en matière de lutte contre l'habitat indigne, notamment dans le secteur de Noailles où 2 immeubles se sont écroulés lundi. Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, réfute toute accusation. C'est parti donc pour le grand forum jusque 18h. Je vous en souhaite la bienvenue et une bonne écoute. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum en ce vendredi. Le vendredi c'est la récap et le vendredi c'est Mamie. Tarek Mamie, bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tarek qui se retrouve seul aujourd'hui, abandonné par... il a l'habitude, hein, il va pas craindre grand chose. Hein. Surtout pour la attendez, il y a les auditrices et les auditeurs qui sont là peut-être pour vous contredire. Ça, je les reçois avec grand plaisir. Bon, alors 01 40 33 9000 justement pour nous appeler bien sûr si vous le souhaitez. C'est maintenant avec ce sujet à la une, cher Tarek. Et oui, c'était à l'occasion du 43e anniversaire de la marche verte. Le roi Mohamed VI au Maroc s'est exprimé et a lancé cet appel pour un dialogue direct et franc avec son voisin l'Algérie pour reprendre des négociations, mettre tout à plat visiblement. Alors c'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, toute naïvement finalement. Est-ce que l'Algérie doit accepter cette main tendue? Jusqu'alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse côté algérien. Vous nous donnez votre avis. Vous êtes 80% à penser que oui, que l'Algérie doit répondre à cette main tendue sur Facebook, un peu moins sur Twitter, 64%. Alors, rappelons quand même, Tarek, pour être complet dans cette affaire, que dans un mois, le Maroc doit débuter des négociations pour ce qui concerne le Polisario. Est-ce que c'est pas un piège que tend le Maroc à l'Algérie? C'est la question qu'on peut se poser. De toute façon, la politique, c'est les pièges. Oui. Donc, il serait anormal qu'il n'y ait pas de piège. Oui. Mais à partir de là, on raisonne comme on veut. Par contre, dans cette histoire, comme dans toute l'histoire de la vie du monde, pour simplifier au maximum, parce qu'il paraît qu'aujourd'hui, il faut simplifier les choses, il faut pas complexifier les choses. Ce que je dirais, c'est qu'on peut toujours voir les choses, cher Christophe, avec le verre à moitié plein. oui, ou le verre à moitié vide. Oui. Donc, si on est marocain, qu'on considère que c'est un piège, en face, on doit considérer que c'est une belle occasion pour dire chiche, on y va, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, pour moi, c'est une très bonne initiative qui envoie un message à la fois ambigu, parce que c'est de la politique, mais clair, parce que là, les populations, elles, marocaines et algériennes, vont comprendre et vont prendre en considération le côté positif de la chose. Et ils disent, les Marocains disent, le roi, il a tendu la main, maintenant c'est aux Algériens d'accepter. Et le peuple algérien, qui n'est pas toujours content de ce qu'on lui fait subir en ce moment, va dire, les Marocains ont proposé quelque chose, nous, qu'est-ce qu'on propose? Donc, pour moi, sur le nouveau populaire, c'était une très bonne initiative. Reste les arrière-pensées, mais quand on a de la volonté politique, vous savez, cette question du Sahara, ça dure depuis 75, donc je sais même pas combien d'années, mais s'il y a de la volonté... 43 ans. S'il y a de la volonté politique, j'allais dire, j'écoutais tout à l'heure, vous rappeliez que, au bout de 48 ans ou 49 ans, que le mur de Berlin est tombé, cher Christophe. Ouais. Et donc, là, on n'est pas loin. Le mur de la honte. Donc là, si les deux parties se mettent autour d'une table, en 6 mois, la question des Sahara est réglée. Aujourd'hui... Rappelons que les frontières sont fermées depuis 94. Oui, mais ça, c'est rappelons que la dernière... à la suite d'un attentat, et on va pas... Oui, non, mais d'accord, non, mais je vous rappelle les faits, c'est tout. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de guerre entre l'Algérie officielle et le Maroc officiel pour le Sahara. Ouais. Donc cette option-là, elle est fermée définitivement. Reste à trouver donc la solution pour que tout le monde ne perde pas la face. Et je sais que les Tunisiens, il y a quelques années, ils avaient proposé, je sais pas si c'était un ministre des Affaires étrangères ou un ministre de l'UMA, qui avait dit, essayons d'en profiter pour construire une espèce d'union du Maghreb, dans lequel il y a tout le monde, Tunisie, Algérie, Maroc, Sahara, Mauritanie et Libye. Et de cette manière, on considère que le Maroc appartient
que le Sahara appartiendrait au Maroc, mais qu'il aurait une espèce de droit de vote sur beaucoup de choses. Et comme ça, tout le monde travaille ensemble, comme on fait un peu en Europe. Ouais. Ça a été refusé par les uns et par les autres, bien sûr, parce que chacun des deux dit je dois trancher d'abord, c'est marocain ou pas. Et les Marocains disent oui, et les Algériens disent non. Mais j'espère que, comment dire déjà, que la raison finira un jour par prendre le dessus. Espérons. Karim est avec nous au 01 40 33 9000. Il a une information importante, nous dit-il. Bonjour Karim. Oui. Oui, avant de donner mon information, simplement dire que moi je suis pour le rapprochement des pays du Maghreb et toute initiative, il faut qu'elle soit soutenue. J'ai pas entendu. Je crois, mais il faudra quand même vérifier. Mais il me semble que le mur de Berlin a été construit en 61. Oui. Donc ça fait pas 45 ans il n'est pas resté 45 ans. Une information. Non, c'était 24 ans. 24 ans pour c'était 24 ans exactement. Oui, qu'importe, on ne sait pas ce qu'il y a plus. Le principal, c'est qu'il soit tombé. Oui. Voilà, c'est ça. Je voulais apporter une connaissance une information à M. Mami. Je vous écoute. Est-ce qu'il est au courant? Ça a été officialisé aujourd'hui que la LICRA a obtenu son agrément en Tunisie et a ouvert son bureau aujourd'hui. Elle inaugure son bureau aujourd'hui. Est-ce qu'il est au courant? Non. Alors, vous allez sur le site lalicra.org et vous verrez. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans l'organigramme, il n'y a que des Tunisiens. Par contre, celle qui chapeaute tout ça, c'est une représentante du CRIF en France qui s'appelle Aimée Catherine Lamy. Et moi, je pense, sincèrement, que c'est un coup de poignard porté non seulement à la révolution tunisienne, mais aussi au peuple tunisien, car c'est encore une fois de plus un œil sioniste au sein de la société tunisienne. Et je suis extrêmement, extrêmement peiné. Moi qui suis donc tunisien par ma mère, je suis extrêmement déçu. Et je pense que même Ben Ali ne l'aurait pas fait. C'est clair que Ben Ali n'a pas fait toutes ces choses. Aujourd'hui, alors, je veux vérifier l'information d'abord. Vous vérifiez. Moi, je compte sur les députés tunisiens pour faire barrage à ça. Excusez-moi. Je vous fais confiance. Mais vous pouvez vérifier tout de suite. Voilà. Vous avez une page web, je vous l'envoie tout de suite le lien. Si, on a une page web, il n'y a pas de problème. Donnez-moi l'adresse mail, je vous envoie le lien, vous pouvez le lire à l'antenne. Non, on va aller sur le site de la LICRA, puisque vous dites que c'est sur le site. Voilà. Mais bon, après... Bon, merci, je vous écoute. Non, avec grand plaisir, merci à vous. Je vais voir. Je veux voir d'abord, mais ma réaction première, est-ce que c'est une LICRA, j'allais dire, qui va concerner la lutte contre l'antisémitisme en Tunisie, entre Tunisiens, ou est-ce que c'est une LICRA antenne de France? Si c'est une LICRA antenne de France, et c'est inadmissible pour moi en tant que citoyen français et tunisien, parce que chaque pays doit, ouvrir ses propres associations pour lutter ses propres maux, et c'est même dangereux pour la Tunisie d'aujourd'hui, surtout à la suite de la nomination de mon ami René Trabelsi comme ministre. Les gens vont voir ça comme deux actions israéliennes en Tunisie, alors que la première, en tout cas la nomination de René Trabelsi, est une action tunisienne. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Attendez, cher Christophe, termine mon raisonnement, si vous permettez, est une question tunisienne, parce que M. René Trabelsi est un citoyen tunisien. On se pose après la question de la double nationalité, comme avec la France, avec Israël et tout ça. Et ça, c'est légitime de poser cette question. Mais la question de la LICRA française en Tunisie me posera problème et posera problème à tous, parce qu'elle risque de réveiller un antisémitisme en Tunisie qui n'existe pas. C'est ça, c'est ce que je voulais arriver comme il dit Christophe pour ne pas la perdre. En Tunisie, il n'y a pas d'antisémitisme. Si on veut en créer, en amenant des institutions extérieures pour pousser les gens à l'être, pour faire partir les quelques 100 000 juifs et même moins qui restent en Tunisie, c'est de la politique politicienne. Voilà, je vous pose ma question par rapport au nouveau ministre qui a été nommé de confession juive, monsieur René Trabelsi. Oui. C'est quoi? C'est une nomination symbolique? Pour moi, elle est à la fois symbolique utile, c'est-à-dire qu'on rappelle au monde si besoin, parce que les Tunisiens le savent, ne serait-ce que par le fait que que beaucoup de Tunisiens de confession non juive vont tous les ans au mois de mai à la Griba. Donc ça ne pose pas le problème. Après, elle est symbolique parce que en Tunisie, il y a eu, cher Christophe, donc 2 ministres déjà de confession juive dans les années, en gros, de l'indépendance de la Tunisie de 1957 à 1967. Donc Monsieur René Trabelsi est
Passoré est le troisième ministre tunisien de confession juive, ça ne pose aucun problème. Mais il y a aussi une dimension politique et politicienne, parce que certains pensent que parce que M. René Trabelsi est de confession juive, ça va, comment dire, les mots sans choquer personne, mais tout en disant la chose, ça va, comment dire, amener des lobbies sionistes. À ma connaissance, René ne l'est pas, en tout cas pas publiquement, à soutenir la nomination de René Trabelsi et le Premier ministre qui a osé le nommer, et le parti qui est aujourd'hui majoritaire, Nahda, qui envoie un message comme quoi il est un parti islamiste mais pas antisémite. Oui. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est de la politique politicienne. Moi, sincèrement, j'aurais préféré que la nomination de M. René Trabelsi se passe dans des conditions où la Tunisie venait à sortir d'une élection, par exemple après les présidentielles et législatives de l'année dernière, où le chef de gouvernement est fort, et pas dans une période troublée où un premier ministre nommé grâce à Nida Tounes et au président tunisien se retrouve aujourd'hui dans une coalition que Nida Tounes, son propre parti duquel il a été viré, désigne de gouvernement de Nahda. Donc c'est un peu plus... Trabelsi, ça rappelle quand même de mauvais souvenirs. Hein. Par le nom. Oui. Ouais, je veux dire, c'est comme si aujourd'hui, demain, qui s'appelle Pétain, pour rester dans le truc, venait à se présenter à l'élection présidentielle de France, et on l'interdirait ou on voterait pas pour lui, juste parce qu'il s'appellerait Pétain. D'accord, mais ça rappelle des mauvais souvenirs. Bien sûr. Assez frais quand même. Oh, non, mais il n'y a pas de problème, ça d'il y a 7 ans. Ouais. Imaginez que demain, quelqu'un qui s'appelle effectivement Monsieur Pétain, est-ce que la société française d'aujourd'hui, avec les débats d'hier, accepterait imaginez que l'histoire fait qu'il s'appelle Philippe Pétain, il se présente? Philippe Zemmour serait content. Il applaudirait dès demain. Mais il n'aura pas les 51% des voix au deuxième tour, ni au premier d'ailleurs. Alors revenons à cette question du jour, parce que il me semble, Tarek, vous allez peut-être me contredire, qu'il y a eu une initiative d'Union du Maghreb Uni. Je crois qu'il y a même eu un siège, je crois que c'est au Maroc. Oui. Et tout ça est resté lettre morte, quoi. Enfin, c'est vide depuis... Alors ça a été fait de mémoire en... Je vais pas dire de bêtises. Sofiane nous écoute et notre ami Abdeslam Itache nous écoute, donc ils vont chercher très vite sur Internet et nous envoyer la date. Ce que je sais, c'est que nous avions la radio déjà quand ce sommet a eu lieu. Je crois que c'était 95, il me semble, non? Ou 5. 85 ou 95, je sais pas, mais je vais pas dire de bêtises. En tout cas, Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Libye. Voilà. Les 5. Et on avait reçu, le soir même, à l'époque, il n'y avait pas Internet et tout ça, mais on avait reçu l'hymne national du Maghreb, qu'on doit retrouver quelque part. D'ailleurs, je l'ai demandé en descendant à Tunis il y a quelques jours. L'hymne national et le drapeau. Ils avaient créé les 3 attributs d'un État. Plus ou moins confédéral, il restait à écrire une constitution qui permettait à chaque pays d'être libre à l'intérieur et de coordonner, en tout cas je crois que l'idée c'était de coordonner tout ce qui est politique intérieure et de laisser la liberté à chaque État pour ses alliances extérieures. Ouais, c'était une bonne idée, quoi, en soi. C'était superbe. Et entre-temps, il y a eu le dossier du Sahara qui continue à empoisonner, et je le dis tel que je le pense, qui rend service à la classe politique algérienne et à la classe politique marocaine quand ils ont un problème à l'intérieur. Ils disent c'est la faute du cousin, c'est la faute du voisin. Or, on choisit pas son voisin géographique. Pour équilibrer la balance, on va juste rappeler quand même que l'Algérie a proposé il y a pas très longtemps, même si ce n'est que du foot, d'organiser conjointement avec la Tunisie et le Maroc la Coupe du Monde 2030. Pour les 3 pays, donc, le Maroc a refusé parce qu'il a préféré s'allier avec l'Espagne et le Portugal. Alors le Maroc, j'ai recherché ce doc, Christophe. Le Maroc n'a pas refusé. Là, il est sorti par des pirouettes, d'écriture, en disant... À partir du moment où il dit pas oui... Voilà, c'est ça. Voilà. Ils disent pas oui, mais ils disent pas non. Mais ils disent les conditions d'aujourd'hui seraient plus favorables à faire l'alliance avec le Portugal et l'Espagne qu'à le faire. Mais ils disent pas non, on le fait pas avec l'Algérie, non, on le fait pas avec la Tunisie. Donc c'est pour être. Par contre, la seule chose sur laquelle ces 3 pays sont tombés d'accord, c'est de faire inscrire à l'UNESCO le couscous comme plat maghrébin
et non pas comme plat tunisien ou algérien. Donc après, les Tunisiens rajouteront leur poisson s'ils le veulent, mais les trois sont d'accord pour déposer un dossier ensemble. Ouais. Alors que jusque-là, c'était les Marocains qui sont sortis. Comme quoi, pour le couscous, on peut s'entendre. Voilà, et pour la bouffe en général. Hein. Oui. Et c'est pour ça que moi, j'offre aux trois présidents un repas de ma poche et pas de la radio, si j'arrivais à les inviter tous les trois pour dîner et pour rester autant de temps que nécessaire pendant cette bouffe, pour qu'ils nous sortent avec une Ouais, mais vous dites ça parce que vous savez que c'est impossible. Ah ben, on fait les paris qu'on peut, Christophe. Ouais, bah, voilà, c'est ça. En tout cas, mais je leur envoie le message. Hein. Votre avis. S'ils acceptent, moi je paye. Votre avis nous intéresse. Vous continuez de voter en tout cas sur Facebook, sur Facebook où vous êtes 80% à dire que oui, l'Algérie doit tendre cette main, donc tendue par le Maroc. 64% sur Twitter, LGF officiel. Vous continuez de voter évidemment. On va s'intéresser maintenant. Et moi je souhaite qu'on montre, j'allais dire à 98, à 99%, le 1 et le 2%, c'est ce qu'on appelle les erreurs dans les sondages, parce qu'il n'est pas normal que nous, maghrébins et franco-maghrébins, nous refusions une occasion, qu'elle soit, comme on l'a dit, cher Christophe, de bonne foi, de mauvaise foi. Quand quelqu'un vous dit, est-ce qu'on peut se retrouver, manger ensemble et discuter, ouais. Vous n'avez pas le droit de dire non, ne serait-ce que par tradition culturelle de ces trois pays. Par politesse, voilà. Non, mais par tradition culturelle, quand on rentre chez vous, même si je suis votre adversaire, je suis rentré chez vous, vous avez accepté le principe, ben vous pouvez pas me servir de la même manière que les autres. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. On va du côté de Marseille. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je vous appelle pour réagir un petit peu en ce qui concerne l'invitation du roi du Maroc par rapport à l'Algérie. Oui. Moi, personnellement, je suis je suis algérien d'origine. Oui. Je suis tout à fait d'accord, mais au-delà de ça, je suis même d'accord pour que tout le Maghreb arabe, surtout soit unis, voilà, dans le bon sens du terme. Oui. Que la politique, c'est tout. Ça peut nous servir, mais ne pas être ennemis, ça sert à rien du tout. Ça sert à vraiment rien du tout, parce qu'on a les mêmes dogmes, on a la même religion, voilà, que j'ai les mêmes cultures. Donc, à mon avis, je pense que ce serait une bonne chose pour tout le monde. Voilà. Quand vous dites tout le Maghreb arabe, c'est quoi exactement, cher ami? Pardon? Quand vous dites tout le Maghreb arabe, ça englobe quel pays selon vous? Bah, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Libye. Voilà, tout ça. Et la Mauritanie. Et la Mauritanie, parce qu'il a tendance à l'oublier. Oui, Mauritanie, tout ce qu'il faut, quoi. Alors, deux choses. Un, en général, on dit qu'il faut que le Maghreb se construise pour qu'on rentre pas dans la bataille Maghreb arabe, Maghreb berbère, tout ça. On s'en fout. Tout à fait. Le Maghreb. Et le là, Maghreb, voilà. Le Maghreb, que le Maghreb se réexiste, exact. il s'appelle comme il veut. Il s'appelle Maghreb, c'est Maghreb. Peu importe comme il s'appelle, voilà. Le tout, c'est d'être en bonne entente, c'est tout. Voilà. La deuxième, il y a même l'Égypte qui avait fait une candidature officielle pour rejoindre ce Maghreb avec une formule à trouver. Et donc, plus les pays se mettent ensemble, plus ils peuvent consolider au moins l'unité entre les peuples, que les gens apprennent à se respecter. Oui, mais ça pose le problème du fait que l'Égypte, quand même, ils n'ont pas grand-chose en commun avec les politiques algériennes. Vous avez exactement la Turquie qui est moitié en Europe, moitié oui, en voilà, Europe. oui. Bon, disons que l'Égypte sera notre Turquie à nous, mais que nous, on ouvrirait 80 millions d'habitants, quand même. C'est énorme. Ils vont être, eux, tout seuls, à 50% de la population globale. C'est ça. Mais c'est pas grave. En fait, moi, aujourd'hui, mon intervention, c'est pas pour dire, mon but, c'est de dire au peuple, mon peuple en général, la paix, voilà, c'est beau dans le monde. Oui, c'est ça le message, en fait. Voilà, on partage. C'est quoi votre prénom? C'est quoi votre prénom? Voilà, c'est tout, c'est ça le message que je veux passer. C'est quoi votre prénom? C'est Bachir. Enchanté, c'est Bachir. Bachir de Marseille. Merci, c'est gentil. Voilà. Le message que je veux passer, c'est ça. Oui. Qu'on arrête, qu'il y a des gens qui meurent, qui souffrent qui meurent de faim, voilà. Ça, il faut l'arrêter, ça y est, classe. Vous savez, cher monsieur Béchir, vous savez qu'aujourd'hui, que les jeunes qui ont en gros moins de 30 ans, Algériens et Marocains, ne se sont jamais rencontrés de leur vie. Oui, bien sûr, je le sais. Et ça, c'est dramatique. Oui. Bon, ils arrivent à passer quand même, Tarek. Moi, j'ai un oncle que j'ai jamais vu. J'ai un oncle, il est mort au Maroc. Il est rentré dans les années 50 en Algérie, au Maroc, pardon. Il y a eu des fermetures de frontières. J'ai jamais pu le voir. Voilà. J'ai jamais pu le voir. Merci, Bachir. Voilà. Bon après-midi, merci, bonne soirée. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Oui, après, c'est vrai que la frontière est certes fermée, mais on peut arriver à négocier. Non, mais je parle des jeunes en général. Donc, qu'est-ce qu'on négocie? On va prendre un avion pour aller à Paris, pour avoir un visa pour avoir à Paris, pour aller au Maroc, où il y a un visa de l'autre côté. Et les Tunisiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérien qui va aller au Maroc doit prendre un visa, c'est ça? Il doit prendre un visa au Maroc.
avec son passeport algérien, et s'il doit passer par la France, un visa français, en expliquant qu'il va aller de l'autre côté, c'est pour ça qu'il demande un visa. C'est ridicule quand même. Alors que vous avez le Tunisien, lui, qui aujourd'hui, le Tunisien et le Marocain d'ailleurs, non, le Tunisien, pas le Marocain. Alors le Tunisien, cher Christophe, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sa voiture, le Tunisien prend sa voiture, il met son petit passeport tunisien, il rentre en Algérie, il traverse toute l'Algérie, il rentre au Maroc, et personne ne lui dit qu'est-ce que tu fous ici. Alors que le Marocain, lui, il peut pas. Parce que quand tu veux sortir du Maroc pour rentrer en Algérie, ben, il faut un visa et une autorisation. Et donc, c'est pas normal. Aujourd'hui, ce sont les Tunisiens qui gagnent, entre guillemets. Alors, on me dit qu'il n'y a pas de visa légal entre le Maroc et l'Algérie. Ça m'étonnerait, cher Mehdi. On va vérifier. Mais si vous êtes... Alors, ça m'est confirmé aussi, hein, de l'autre côté. Il n'y a pas de visa. Ben, et si vous êtes citoyen, comment vous faites si vous êtes citoyen algérien pour aller au Maroc? Il n'y a pas de visa, apparemment. Ben, comment il fait pour passer? Ben, je sais pas, mais il n'y a pas de visa. Donc, il y a un visa, de fait. Parce qu'il peut pas traverser la frontière terrestre. Il y a un problème sur l'avion et il faut qu'il passe par la France et il faut un visa pour la France. Je maintiens. Mais Mehdi va tapoter et réagir. Bon, alors on a Brahim qui est avec nous. Salut Brahim. Oui, salut Christophe. Brahim de Paris. Moi, je suis pour aussi qu'il y ait un rapprochement entre les deux pays parce que c'est durant toutes ces décennies, ils ont beaucoup perdu par rapport à ce qu'ils ont gagné. Ils n'ont rien gagné. En fait, c'est les grosses têtes on dit les grosses têtes entre guillemets, qui ont gagné dans cette histoire. Par contre, la population, il a beaucoup perdu. Il a souffert au niveau financièrement, tout. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de potentiel dans des deux pays. Trois pays, quand je parle, trois pays, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Le Maghreb central. Voilà, Maghreb, c'est un vrai Maghreb et on pourrait même pas, il y a beaucoup de gens qui peuvent même pas rêver de venir après en France ou bien de quitter le Maghreb. Bon, moi, à mon avis, c'est une bonne initiative qui est un grand rapprochement entre les deux dirigeants là, vraiment. Mais par contre, la population, il y a un grand rapprochement on voit que une grande mixité entre les Marocains, les Algériens et les Tunisiens au niveau des mariages ici en France. Bah oui. Vous voyez ce que je dis, mais c'est ça, mais qu'il faut que ça remonte vers en haut. Vous savez, moi, il m'est arrivé d'aller dans des mariages maghrébins. Quand on rentre à l'intérieur, bien malin, et c'est lui qui me dit, celui-là est un Tunisien, celui-là est un Marocain, celui-là est un Algérien. D'abord, tout le monde parle français. Il n'y a pas d'accent, il n'y a rien. Et vous pouvez pas deviner. Si, on peut vite le deviner si vous demandez Larissa ou pas. Non, voilà, mais ça c'est moi, non, ça c'est Monsieur Mami. Voilà, mais non, mais je vous assure, moi, ce week-end, j'étais dans un mariage. Je vous assure que le mari, il est marocain. La mariée, elle est marocaine, algérienne, tunisienne. Ça, j'ai vu. Marocaine, algérienne, tunisienne. Ça, j'ai vu. Trois. Vous voyez ce que je dis? Donc, j'ai tout vu, c'est beau ça, mais pourquoi ces gens-là, ils peuvent pas prendre l'initiative de l'exemple de ces jeunes-là, qui peuvent, voilà, ils ont tout dépassé, ils veulent pas, c'est juste pour des intérêts. On n'arrive pas à comprendre. Tout à fait. Franchement. Non, mais moi, j'étais comme vous dans des mariages où, effectivement, les deux sont dans le même pays, mais la majorité de personnes dans la salle viennent de deux autres pays. Bien sûr, parce que on a une grande entente. Voilà. Donc, non, on a une grande entente. Moi, tout ce que, voilà. Et le problème, c'est que ceux qui s'entendent pas, c'est que, par exemple, ceux qui sont par exemple, au Maroc, ou bien en Algérie, en Tunisie, on leur raconte une histoire, mais dès qu'ils viennent en France et qu'ils comprennent bien qu'ils voyagent, là, ils peuvent connaître les vrais, voilà, les nationalités, ses voisins, l'Algérien, le Marocain, voilà comment c'est pas ce qu'on te raconte. Mais c'est vrai, Brahim, vous avez raison, les mariages mixtes se sont multipliés. Ils sont même plus mixtes. Ils sont même plus mixtes maintenant. Alors, vous avez des exemples concrets. Franchement, oui, c'est ça, le mari qui est de mère tunisienne et de père algérien, marié avec une marocaine, voilà, enfin, c'est extraordinaire. Bon. Merci en tout cas, Brahim, merci beaucoup. Ce que je vous propose, cher Christophe, c'est de copier tout ça et de l'envoyer au président tunisien, au président algérien et au roi du Maroc pour lui dire voilà ce que s'est dit cette radio, et Monsieur Mami confirme qu'il offre le dîner. Oui, écoutez, apparemment cette histoire de visa là, non, il n'y aurait pas de visa. Hein. Non, alors j'ai eu plein de retours de nos amis du LGF qui me disent qu'en fait, avec un passeport et dans un avion, on peut aller de l'Algérie, surtout d'Oran, à Casa, donc ça pose pas de problème. Et donc il y aurait pas de visa, mais il faut pouvoir voyager en avion, mais puisque les frontières terrestres sont fermées, donc ce sont les frontières terrestres qui sont fermées et pas de visa en plus. Oui. C'est du ridicule. Bah oui, mais bon, c'est la réalité. Un autre appel par ici, votre prénom? Titi. Titi.
C'est Oui. ça, Titi. Camara, ça me rappelle. Titi, vous nous appelez d'où? De Rouen. De Rouen, très belle ville Rouen. Vous nous écoutez comment là-bas à Rouen? Moi, je vous écoute via le net. Via le net, très bien. Vous Ouais. pouvez télécharger l'application, c'est pratique. Hein. Vous avez Ouais. une application qui vous facilite la chose, parce que l'application, elle est sur votre téléphone et elle est mobile avec vous. Très bien. Je vous écoute. Rapidement, ouais. Ouais. Ouais, on rêve tous des ouvertures de frontières, mais la petite question, c'est, ça va pas être aussi simple. Bon, c'est pas simple, c'est clair, mais l'essence là, en Algérie, vous avez vu le prix? Non. Au Maroc, combien elle est? Demain, ils ouvrent la frontière. Comment ça se passe? Avant d'espérer quoi que ce soit, il va y avoir un énorme travail à faire, ne serait-ce que sur ce point-là. C'est non, le problème est fois moins cher en Algérie que Titi, par rapport au Titi, Maroc. le problème n'est pas bon. Enfin, moi, votre exemple ne me convient pas parce que on peut, alors, sur plein de choses, par exemple, entre la France et l'Espagne, j'ai été en Espagne cet été, je peux vous dire que le gasoil est beaucoup moins cher. Mais pas 10 fois aussi. Voilà, non, pas 10 fois, mais beaucoup Alors moins que cher. l'Algérie et le Maroc, ça l'est. Ouais. Vous avez la cigarette avec la Belgique. Ouais, la cigarette, l'Espagne aussi. Avec l'Espagne. Ouais. Donc, Ouais, si vous mais- voulez. ouais, Même le mais Luxembourg, quand c'est encore plus. on regarde par rapport à l'essence, il y a un Non, mais gros cher Titi, business de Travenco. cher Titi, j'ai commencé cette émission en disant on va regarder est-ce que le verre il est à moitié plein ou est-ce qu'il est à moitié vide. Donc s'il est à moitié plein, c'est-à-dire que nous avons la volonté de tout faire, on commence pas par sortir les difficultés, on commence par sortir l'idée est-ce que c'est bon pour le peuple d'abord, oui ou non. Et après à la limite ils n'ont qu'à faire leur union douanière comme dit l'autre et que l'Algérie exporte son pétrole au Maroc pour que le Maroc achète de l'Algérie, n'achète pas ailleurs et que le prix baisse. C'est-à-dire quand on est Oui, pour mais- faire, on fait. On est d'accord, j'ai commencé par dire qu'on le rêverait tous de ça. Mais ça va être quasiment impossible. Bon, vous êtes pessimiste, Titi. À ce niveau-là et comment il le fera. Bon, merci en tout cas Titi pour votre appel. J'ai une proposition concrète, mais rigolez d'abord. Hein. On dirait que les Marocains ne peuvent faire le plein que s'ils vont sur la frontière tunisienne pour la consommer à l'aller et au retour. Oui, ça vous va? Non, c'est utopique. Non, mais... merci Titi en tout cas pour votre appel. Kader, pour le dernier avant qu'on passe à un autre cas. Si le sujet intéresse, Kader, bonsoir. autant y consacrer le temps nécessaire. Bonsoir. Oui, bonsoir Kader. Kader, vous nous appelez de l'Essonne, vous, hein? Oui, en effet. On vous écoute, Kader. Et vous achetez votre essence où? En Essonne. En Algérie. Allez-y. Oui, Kader. oui, donc je voulais rebondir sur le sujet politique entre l'Algérie et le Maroc par rapport à des contentieux, que ce soit d'ordre politique ou bien économique. Bon, sachant que moi je prends pas parti ni avec le Maroc ni avec l'Algérie, mais il s'avère que historiquement ils n'ont pas les mêmes, les mêmes événements, les mêmes indépendances, étant donné que le Maroc c'est un protectorat. C'était un protectorat, pardon. Ouais. Tunisie au Maroc était un protectorat et l'Algérie c'était une colonisation. Et c'était un territoire, un département français. Oui, tout à fait. Voilà, donc du point de vue historique, il faut connaître le passé pour pouvoir déterminer ce qui se passe au présent et aussi à l'avenir, quoi. Oui, sauf qu'il n'y a eu aucun problème de ce côté-là jusqu'à la marche verte, juste avant. Donc marche verte 75. Bien, mais il y a eu déjà des événements. Oui, il y a eu la guerre des sables. Et la guerre des sables en 63. Qui ignorent l'histoire. Oui. C'est depuis l'émir Abdelkader et même avant, quand il y a eu l'intrusion de la France en Algérie. Oui. Il y a déjà eu l'émir Abdelkader a quand même combattu la France pendant 15 ans. Kader, on doit y aller, je suis désolé, j'ai la pub là, on peut plus, on doit y aller, on va être coupé, mais en tout cas merci pour votre intervention, on a bien compris, et il y a beaucoup d'autres appels, donc on va peut-être en prendre encore deux, Oui, on va en prendre beaucoup avant de passer à autre chose, à tout de suite. Merci. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et on voit que le sujet passionne, évidemment. La passion. On va rester dessus, parce que c'est ce qui nous intéresse. Parce qu'en clair, je dis pas l'ouverture de frontières, je dis rien, mais l'entente entre les deux pays va aussi favoriser l'entente ici entre les Marocains, les Algériens et les autres. Oui, il y a pas même, d'avoir de non, problème. mais, cher Christophe, même si ici il n'y a pas de problème particulier, mais le fait que là-bas ce problème se règle, ça ne peut que assurer la cohésion d'ici, notamment sur la question d'islam. On ne parlera plus dans ce cas de mosquées marocaines, de mosquées algériennes, puisqu'on dit là-bas et ici c'est la même chose. Ouais. Mais je pense que ce soit ici ou là-bas, en ce qui concerne les peuples, il n'y a pas de problème. C'est un problème politique.
Voilà, qui existe bel et bien entre l'Algérie et le Maroc. Oui. C'est pas un problème. Alors après, évidemment, vous avez certains défenseurs qui veulent être avocats du pays en question, qui vont avoir des propos un petit peu outrageants vis-à-vis du voisin. Mais entre les peuples, que ce soit Algérie, Tunisie, que ce soit là-bas ou ici, il n'y a jamais eu de problème. Au contraire, on a dit tout à l'heure, en montrant l'exemple, que dans des familles maintenant il y a de plus en plus, si on peut appeler ça un mariage mixte, mais entre Algériens, Marocains, c'est très courant. Bien sûr. Voilà, c'est même plus courant, c'est devenu là, c'est la normalité. Tout à fait. Adil est avec nous, bonjour. Oui. Bonjour Adil, il nous appelle de Paris, c'est ça? Adil? Et moi... Oui, bonjour. Bonjour vous appelez Adil. d'où? Pardon de vous réveiller. Vous êtes à Paris? Vous appelez d'où? Oui, j'étais en train de vous attendre. Je m'endorme. Bon, je voulais juste intervenir. Vous appelez d'où? Vous appelez d'où? Vous appelez d'où? Vous appelez de quelle ville? Je suis à Paris. Vous êtes parisien. Marhaba alors. Allez-y. Barakallahu fik. Moi, je vous appelle juste parce que je trouve que c'est une très très bonne initiative. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Il faut voir l'avenir, le futur. Ce qui est passé, c'est passé. Les deux régimes, ils ont commis des fautes et ils ont commis des problèmes et tout ça. C'est pas au peuple de payer ça. C'est leur avenir, c'est leur avenir, c'est leur futur, c'est leur dans leur réunion. Moi, je suis de la région frontalière de Oujda. Et nous, franchement, les deux peuples, des deux côtés, on souffre parce qu'on a du mariage mixte, comme il disait Christophe. On a des familles, on a des cousins de l'autre côté de la frontière, on peut même pas accéder. C'est vrai, la frontière, elle est ouverte par avion, mais pas tellement. Pourtant, on est à quelques kilomètres, on voit les Algériens et tout ça, mais on ne peut pas accéder. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative du roi du Maroc, et j'espère qu'il y aura cet appel, il y aura quelqu'un qui va l'entendre de l'autre côté. J'espère. Parce que ces deux puissances, l'Algérie et le Maroc, ils peuvent régler plein de problèmes. Par exemple, le problème libyen. Oui. Le Grand Maghreb, par exemple, il peut conduire le monde arabe parce qu'on voit l'Orient, ils sont en train de se déchirer. Oui. Donc, si l'Algérie, le Maroc et la Tunisie se réunissent, c'est trois pays axiales très importantes. Ils peuvent faire quelque chose dans le monde arabe. Ils peuvent régler le problème libyen, par exemple, qui dure. Et j'ai peur d'une seule chose, qu'il y aura un veto des pays occidentaux. Ils veulent pas que ces deux peuples, de ces deux pays se rapprochent parce que c'est dans leur intérêt que ce problème dure pour la vente des armes, c'est la seule chose. Mais le peuple, ils s'entendent. Nous, on a de la famille là-bas. On est bien avec nos frères algériens ici. Il n'y a jamais de problème. Les moitiés des familles, c'est algériens, tunisiens, voilà, c'était juste pour passer ce message. Merci à vous. 01 40 33 9000. Mais ce problème qui est récurrent entre les deux pays, Tarek, c'est un problème qui a été créé par l'Occident. Non. C'est un problème, cher Christophe, qui a été créé par les suites de la colonisation. Bah oui, donc par qui? Qui a colonisé? L'Occident. Voilà. Sauf par la France. Voilà. Non, par l'Espagne. Oui. Voilà. Non, mais un peu la France et beaucoup l'Espagne. Oui, voilà. Parce que l'Algérie va avoir son indépendance en 62, le Maroc c'est plutôt 56, 55, 56, et en gros de 56 à 75, le Sahara était donc occupé par les Espagnols, et à la limite ça apparaissait comme ça arrangeait les uns et les autres, et c'est à partir du moment où Franco va mourir en 75 et que l'armée espagnole va se retirer du territoire du Sahara, que le problème va naître. Parce que de 62, indépendance de l'Algérie, jusqu'à 75, c'était les Espagnols qui étaient les chefs. Les Marocains n'ont pas été chercher à récupérer le territoire. Les Algériens n'ont pas dit, il y a un peuple qui s'appelle le peuple sahraoui. Donc c'est l'Occident, mais nous on y rajoute, disons que c'est le couscous, et nous on y a rajouté la rissa, plus la viande, plus le truc. Donc il y a le ferment de la colonisation, et on a rajouté beaucoup de choses, parce que comme disent les volontaristes, quand on veut, on peut. Méziane, salut. Allô, salam alaikum, bonjour monsieur Tarek. Bonjour monsieur Méziane. Voilà, alors par rapport au problème Maroc et Algérie, alors c'est pas un problème de peuple, c'est un problème, même s'il y a quand même une différence, parce que l'Algérie, quand même, les Algériens, c'est un peuple de révolutionnaires. Et il y a quand même... comme les Tunisiens, comme les Tunisiens sous Ben Ali et après Ben Ali. Voilà, oui, donc les peuples changent. L'état d'esprit de la monarchie, les Marocains sont vénèrent le roi, et l'Algérien, lui, n'est pas du tout royaliste. Mais sinon, je crois que le gouvernement algérien ne fait pas confiance au gouvernement marocain,
parce que la politique du Maroc est complètement occidentalisée et même sioniste. Donc je crois que le gouvernement algérien a peur d'être déstabilisé par rapport à sa politique internationale. Quelqu'un qui a peur d'être déstabilisé, ça veut dire qu'il n'est pas sûr de lui-même. Non, parce que le peuple est corruptible aussi, malheureusement. Lequel? Le Marocain est corruptible? Tous les peuples sont corruptibles. D'accord, vous me rassurez. Donc je crois que les infrastructures des gouvernements de nos pays sont pas suffisamment costauds, mais le gouvernement algérien a peur d'être déstabilisé par la complicité du Maroc, qui, elle, est le jouet, l'instrument de l'Occident. En fait, pour faire simple, Béziane, merci en tout cas de votre appel, mais est-ce que finalement, ça complique pas les choses d'avoir deux pays qui ont deux alliances et deux alliés complètement différents? Il faut le dire, c'est vrai. L'Algérie a des alliés qui sont pas ceux du Maroc. Tarek. Jusqu'à, j'allais dire, la chute de ce fameux mur de la honte dont vous avez parlé, cher Christophe, oui, mais aujourd'hui, les Marocains ont des relations avec les Marocains ont des relations avec les Américains et avec les Russes, avec les Chinois, et l'Algérie, c'est pareil. Avant, l'Algérie était dans ce qu'on peut appeler le camp occidental et l'Algérie était dans le camp de l'Union soviétique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Union soviétique. Donc, c'est pour moi, les alliés de l'Algérie, c'est la Russie, c'est l'Iran. Et de l'autre côté, le Maroc, elle a un problème avec l'Iran. Avec l'Iran. Elle a un problème. C'est l'Arabie Saoudite pour le Maroc. Oui, mais l'Algérie n'a pas de problème avec l'Arabie Saoudite non plus. Donc, si vous voulez, si vous commencez à mettre les conditions avant de se mettre autour d'une table pour discuter et pour dire, comme tous les auditeurs, ce qu'ils ont envie de dire, on n'ira jamais, on reste comme ça et puis on ne parle plus. Alors, j'inverse peut-être les questions. Est-ce que vous souhaitez que les frontières, cher Christophe, restent fermées et que les relations restent mauvaises entre l'Algérie et le Maroc? Je voudrais avoir une ou deux personnes qui disent oui, moi je préfère que les frontières restent fermées, parce que on ne peut pas, si vous voulez, c'est pour ça que je dis toujours le verre à moitié vide, à moitié plein. Est-ce que la majorité des auditeurs aujourd'hui refusent une amélioration des relations entre les Marocains et les Algériens? Voilà ma question. Oui, en tout cas, ça passe par un commentaire que j'ai vu, je sais plus où, qui disait ça peut se faire, oui, mais ça passe par un profond, j'allais dire, une confiance mutuelle. Oui, une confiance et peut-être un repositionnement dans les deux pays. Alors, on va prendre un dernier appel sur ce sujet, parce qu'il y a d'autres sujets, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Il n'y a pas eu que l'Algérie et le Maroc cette semaine. Ça a tremblé de partout. Bien sûr, c'est intéressant. Bon, alors, qui est avec nous? Je me rappelle plus. Samir 95. Samir 95, bonjour. Bonjour Samir. Oui. Donc, je voulais intervenir par rapport à l'auditeur précédent. C'est que certes, moi personnellement, je suis je suis français d'origine marocaine et d'Oujda. Donc, je suis bien placé pour parler de ce problème vu le rapprochement. Ce que je veux dire, c'est que toutes les personnes qui peuvent intervenir, il n'y a aucun problème. Mais il faut vraiment penser aux enfants que vous allez laisser demain. Oui. Aujourd'hui, on a fait en sorte de les détester du bled. Oui. Ils vont même plus en Algérie, ils vont presque même plus au Maroc. Et aujourd'hui, on est là à se partager des critiques qui n'ont aucun sens. Donc, certes, il faut régler les problèmes en amont, mais il faut bien comprendre que on n'est pas responsable de nos aïeux qu'on fait du bien ou qui ont eu tort. Ça, c'est pour moi, c'est des archives. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tant que personne, de quel droit je peux pas aller en Algérie? Et de quel droit l'Algérien ne peut pas venir au Maroc sous prétexte des accords politiciennes, des accords, mais c'est des conneries, parce que demain, si un soulèvement au Maroc ou un soulèvement en Algérie, je pense que c'est le cheb, c'est le peuple qui va pouvoir apporter son soutien à tous ces civils, comme on le voit dans d'autres pays. Et donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on ne fait pas le ménage en soi, on n'arrivera à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter, il faut vraiment penser à nos gamins, de dire voilà, le Marocain en face, c'est ton frère, le Algérien en face, c'est ton frère, vous avez une terre qui s'appelle le Maghreb. Point à la ligne. Ah oui, vous avez simplifié la chose. Oui, il a raison. Cher Christophe, quand on veut faire, on dit bon, il y a des problèmes, on les met un peu de côté, après on les réglera. Ouais, mais vous êtes utopiste quand même. Non, c'est pas utopiste. Non, attendez, Christophe. Il y a eu combien de guerres? Il y a eu combien de guerres, de vraies guerres, entre l'Algérie et le Maroc? Il y a eu combien de vraies guerres entre l'Allemagne et la France? Aujourd'hui, qui sont mariés ensemble?
Oui, mais ceux qui d'accord, ont fait les guerres on n'a pas mondiales. demandé à la France et à l'Allemagne de dire ça s'appelle l'Europe, chacun à sa terre, ça s'appelle la France, l'autre l'Allemagne. Et là-bas, on s'appelle le Maghreb, et ça reste le Maroc, ça reste l'Algérie. Allez-y, bien sûr, allez-y. Je peux dire une dernière chose. Oui, allez-y. Moi, aujourd'hui, j'ai des amis qui sont à Oujda, qui ont acheté des petits bateaux immatriculés avec des immatriculations françaises ou belgiques. Et avec ça, ils peuvent aller en Algérie, tout simplement. Ah bah là, ils ont trouvé la parade. Qui arrivent au Maroc. Très bien. Il faut bien comprendre que les frontières sont fermées, sauf la mer et le ciel. Et l'air, absolument. D'ailleurs, il y a des vols réguliers entre l'Algérie et le Maroc. Merci beaucoup, Samir. Bon. En tout cas, vous continuez de voter, de nous donner votre avis sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel. Cher Tarek, dans l'actualité cette semaine, une semaine compliquée pour le président Macron qui a fait une tournée en France. Ce devait être l'occasion de restaurer l'image d'un président plus impopulaire que jamais, de le montrer proche des territoires et à l'écoute des Français. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Il a été le témoin direct de leur profonde colère contre sa politique. Carburant, CSG, pouvoir d'achat étaient au cœur de leur grief. En déplacement à Verdun mardi, le président a évité le bain de foule, mais n'a pu esquiver le mécontentement de plusieurs badauds. À peine arrivé, plusieurs personnes l'ont interpellé au sujet de la hausse de la CSG pour les retraités ou encore du niveau de taxation des carburants. Il faut faire une politique pour relancer le travail. Mais c'est ce qu'on fait. Alors là, c'est pas en grignotant sur les Français moyens. Mais on grignote pas sur les Français. Les chômeurs, là, vous trompez les pas. Retraités. Après son passage à Verdun, le président de la République s'est rendu à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Emmanuel Macron a été abordé par des Français qui voulaient lui faire part de leurs encouragements, mais aussi, pour certains, de leur exaspération, dont cette retraitée. Mais je suis pas là, je suis là depuis un an et demi. Je sais, monsieur le président, mais non, mais justement, alors pourquoi vous nous massacrez? Pourquoi nous? Non, je massacre à peine personne. 2000 avec mon mari, on nous baisse encore les retraites. Je massacre personne. On était heureux avant, on était des ouvriers, on était heureux, maintenant on devient malheureux. La tournée d'Emmanuel Macron s'est poursuivie ce jeudi dans le nord-est à Maubeuge. Alors qu'il visitait une usine Renault, le chef de l'État a été pris à partie par un ouvrier qui lui a crié qu'il n'était pas le bienvenu. On réussit sans vous, monsieur Macron. Les salariés ici, ça fait 40 ans qu'ils sont ici. Ils ont réussi sans vous. Aujourd'hui, vous êtes en train de prendre aux salariés, vous êtes en train de prendre aux retraités aujourd'hui, monsieur Macron. Vous prenez aux retraités, vous prenez aux salariés. Si vous êtes venu faire un meeting politique, non, c'est pas un c'est meeting autre chose. politique. Vous n'êtes pas le bienvenu. Moi, je suis venu. Ça fait 27 ans que je suis chez Renault, moi. 27 ans. C'est Renault qui me nourrit aujourd'hui. C'est pas monsieur Macron. Soit vous avez la courtoisie d'écouter. En parlant de colère, le 17 novembre prochain, les Gilets jaunes appellent à manifester et à bloquer les routes pour protester contre l'augmentation des prix du carburant. Dans un entretien accordé à Europe 1, le président met en garde contre une forme de démagogie. J'entends les colères légitimes, les préoccupations sur ce type de mouvement. Je suis toujours prudent parce que ça agrège beaucoup de choses qui n'ont rien à voir. Ça agrège toutes les formes de démagogie. Beaucoup de gens, effectivement. 790 000 personnes ont signé la pétition sur Internet depuis le début de la grogne des automobilistes. 400 rassemblements sont attendus dans tout le pays le 17 novembre. Ce jour-là, l'agenda officiel du président ne fait état d'aucun déplacement. Ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. C'est un reportage de RT France, voilà, parce qu'il est bon aussi d'aller voir ce qui se passe sur d'autres chaînes que les chaînes historiques que l'on connaît. Cher Tarek, qui résume assez bien ce qui s'est passé cette semaine pour Emmanuel Macron, qui visiblement, rien ne s'est passé comme prévu pour lui cette semaine. Il a voulu essayer d'aller rencontrer les Français, sauf qu'ils lui ont communiqué, j'allais dire, leur ras-le-bol général d'une situation qui est dégradante, qui se dégrade. Et je pense qu'il a pu prendre le pouls de cette population cette semaine. Le président Macron devrait éviter les bains de foule, Tarek ? C'est la question qui se pose, cher Christophe. Est-ce que le fait d'avoir mis en place un système de communication différent à celui, par exemple, de celui de monsieur, comment on appelle, de Hollande, de monsieur Sarkozy d'abord et de Hollande, oui, voire de monsieur Chirac, donc garder les gens assez loin, est-ce que ça réussit pas mieux à un président de la République, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un lui dit quelque chose que le président de la République va savoir ce qui se passe sur le terrain, même s'il rencontre pas les gens sur le terrain, il a assez de retours de presse et tout ce que vous
vous voulez, mais l'excès, ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois, du côté de Lille, en tout cas dans le Nord, où quelqu'un insulte carrément le président de la République. Donc, il faut... Il y a surtout le fait que des gilets jaunes qui sont venus pacifiquement pour passer un message au président ils le Macron. passeront le 17, Christophe. Et là, ils ont été expulsés par les CRS. Et ça a été bien fait. Et j'aurais été chef de vous CRS. Saluez vous cette initiative de dégager les gens comme ça? Non, mais c'est pas pour dégager les gens. Ah si, ils ont été dégagés. Vous avez vu les images? Non, mais j'y arrive. Oui. Alors, vous avez un président de la République qui fait quelque part un choix qui se révèle pas gagnant, d'aller en confrontation ou à la rencontre du peuple, et c'est une bonne chose. Il écoute beaucoup. Il répond politiquement à des questions, à des ressentis de gens qui, eux, dans leur vie quotidienne, s'en foutent de tout ce que vous pouvez dire, parce qu'ils sentent, ou ils ressentent, ou ils ont l'impression que leur situation se dégrade, et c'est légitime qu'ils protestent. Vous avez le 17 novembre, et cette question de, je sais pas quoi, gilets jaunes, ils iront faire ce qu'ils ont à faire le 17. Mais construire aujourd'hui une stratégie de perturbation des bains populaires, parce que c'est l'objectif de Gilets jaunes et d'autres, pour moi, ce n'est pas le jeu démocratique non plus. Donc aujourd'hui, la question qui se pose dans cette société française, quel mode de fonctionnement doit avoir un président de la République pour pouvoir à la fois être en contact avec la population? Bourguiba appelait ça le contact direct, qui faisait de temps en temps, mais avec un service d'ordre plus musclé que celui de la France, et en même temps à garder le prestige de président de la République. Le problème aujourd'hui, c'est que depuis M. Sarkozy, et je l'ai dit, c'est pas la première fois, c'est que les gens ne font plus, j'allais dire, ce respect des fonctions de personnes pour qui ils ont voté ou pas d'ailleurs. M. Macron n'a pas fait un coup d'État pour devenir président de la République. Il a été élu. On peut contester sa politique. 23% des gens. Non mais 23, oui, mais 15, je rappelle. Non mais c'est pas grave, Christophe. Et donc avec la faute. La faute de ceux qui sont pas déplacés. Qui sont combien? Qui sont combien? Qui sont majoritaires. Non, 60... Le plus grand parti de France, c'est l'abstention. Non, mais 100 moins 23, ça fait combien? Ça fait 77. Bon. Voilà. Alors, est-ce que c'est 77 qui ne votent pas? Non, 77 non, qui votent pas, non, c'est 23% lui par rapport aux candidats qu'il y avait en face. Donc il y a quand même des gens qui ont voté pour d'autres candidats. Il y a plus de 50% qui n'ont pas participé au deuxième tour. Oui, absolument. Donc ces gens-là devraient être interdits d'expression. Moi j'ai toujours été, cher Christophe, peut-être une vision autoritaire de la vie politique. Moi je suis pour que le vote devienne obligatoire. Et que celui qui ne vote pas, il reçoit son amende de 150 €. Tiens, on va la faire à la même équivalence que la redevance de la télévision. Ça fera réfléchir beaucoup. Et une fois que les gens, ils sont dans le bureau de vote, ils votent comme ils veulent. Blanc, noir, ça compte pas, mais on aura les gens qui participent. Parce qu'on a un gros problème avec les abstentionnistes, qui sont les plus grands gueulards une fois l'élection passée. D'ailleurs, aujourd'hui, pour la première fois, et je pense que c'est de la construction politicienne de la part des présidents de la République. Aujourd'hui, pour la première fois dans cet itinéraire, le parti En Marche a fait descendre des gens dans la rue pour applaudir le président de la République. Donc ça devient ce qu'on peut appeler la démocratie de la rue, qui sait qui peut amener le plus de personnes pour soutenir, et il suffit d'une personne qui crie contre pour que les 100 000 ou les 5 000 ou les 3 000 présents disparaissent. Vous savez ce que c'est ça? Oui. Vous savez ce que c'est? C'est monter les gens les uns contre les autres. Exact. Voilà. Oui. Et c'est ce que est en train de faire cette politique. Oui, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, dans ce pays, nous n'avons plus d'actualité. Nous n'avons plus d'informations pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est une politique de buzz. Je veux dire, quand vous prenez la phrase sur Pétain, elle est amputée de la deuxième partie, qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, et la majorité de ceux qui font pas la politique tous les jours, cher Christophe, vont retenir qu'il a dit Pétain est un grand soldat. En arabe et chez les musulmans. Il s'est couché quand même sur cette histoire. Parlons-en. Non mais il ne peut que se coucher aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et de toute façon il a fait pour moi une erreur de cette communication de bain de foule tous les jours. Parce que le bain de foule, vous pouvez faire une fois tous les 3 mois, vous pouvez en faire dans un stade, et pour ressentir le ressenti de la population, mais quand vous faites ça tous les jours vous direz un mot, c'est pas la faute à Bibi, on retient que ça. Ouais. Bon, et donc c'est une mauvaise peut-être communication. Quand il est enroulé, bien problème. Hein? Quand Macron est enroulé, bien problème. Non mais, c'est quand Macron
parle avec des gens qui répondent immédiatement, il y a un problème. Quand il passe à la télé pour raconter sa vie, comme chacun insulte chez lui à la maison, on n'a pas le retour du buzz. Et aujourd'hui, le drame de l'Occident et du monde entier, j'ai constaté que c'était la même chose en Tunisie, c'est que c'est le buzz qui devient l'information. Et l'information disparaît dans le buzz. Et aujourd'hui, ça c'est le problème auquel les politiques doivent répondre, parce que d'ailleurs, après Macron, aucun président n'aura de soutien populaire plus d'un an et demi. C'est terminé. Donc, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de minimiser un petit peu j'allais dire, cette ambiance qui est en train de s'installer dans ce pays, et surtout que, alors Macron, c'est vrai, beaucoup de gens au départ étaient dans l'expectative, ils attendaient de voir. Là, on a l'impression que maintenant c'est les pro-Macron et les anti-Macron. Il y a plus de nuances maintenant. Il y a plus de gens qui sont on va encore attendre un peu. C'est fini tout ça. Non, on est d'accord. Et là, le dernier sondage qui est sorti, 27% de gens favorables à Macron. Ce qui est quand même très bas. Hein. Alors, même le Premier ministre a baissé d'ailleurs. Vous voulez de l'humour, cher Christophe? Allez-y, ça fait du bien. Les 27 sont supérieurs aux 23 qui ont voté pour lui. Ouais. Ça vous va? Voilà. Ouais. Non, mais c'est aussi ça la polémique et le buzz. Donc le monsieur il est élu par 23, mais il a quand même 27 qui le soutiennent. Voilà. Mais moi je ne rentre pas dans ces décisions. Je dis aujourd'hui il y a deux choses. Non, mais oui ou non, il est en train de perdre un peu du terrain quand même. Bien sûr. Voilà. Il est en train de perdre pour trois raisons. La première raison, c'est que la politique économique qu'il est en train de mettre en place, manifestement, et personne ne peut le contester, a donné plus d'avantages économiques aux plus riches qu'aux classes moyennes et qu'aux plus pauvres. Si tant est que la classe moyenne existe encore. Hein. Non, mais ça reste à définir. Ça, c'est un constat économique. Bon. Le deuxième, c'est que les effets économiques de ce que fait le président Macron pour que ça devienne utile vont mettre 3, 4, 5 ans pour donner leur premier résultat, alors que ce qu'il avait donné aux plus riches donne un résultat immédiat de bénéfice. Et le troisième, c'est que le peu d'augmentation réelle constatée par l'INSEE dans l'augmentation et l'amélioration de la situation et du niveau de vie ne sont pas ressentis comme tels et sont au contraire sentis comme un retour à un niveau de vie plus bas. Et quand vous avez ces trois phénomènes, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez pas augmenter dans le sondage, et quand en plus vous faites du bain de foule pour dire bibi, pour dire traverser la rue pour trouver du boulot, pour trouver toutes ces formules stupides en termes de communication, vous pouvez pas augmenter, vous pouvez que reculer. Tarek, j'ai une question à vous poser, mais elle est vraiment sincère cette question. Oui, comme toujours. Évidemment. Mais là, je me pose une question là. On est en train de parler de Macron depuis 15 minutes. Oui. Le téléphone sonne pratiquement pas. Oui. Alors qu'il y a quelques minutes, nous parlions Algérie, Maroc. Vous voulez ma réponse sincère? Parce que les gens ne sont pas définitivement arrêtés dans leur tête. Ils ressentent que Macron c'est pas bon, mais ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont proposer. Parce qu'aujourd'hui, face à Macron... Oula, ça c'est de la provoque, ça. Oui. C'est de la provoque, ça. Que les auditeurs appellent pour Appelez dire. Appelez 01 40 33 9000. Mais qu'ils nous disent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont en face? Ils ont un grand chef de l'extrême gauche qui insulte les policiers qui viennent faire leur boulot. C'est la République, c'est moi. Voilà, et c'est pas moi. Et même De Gaulle avait dit autre chose. Et vous avez l'extrême droite. C'est l'anniversaire de sa disparition aujourd'hui d'ailleurs. Hommage. Je suis pas d'accord, comme tout le monde, sur ce monsieur partout. Il a fait des belles choses, il a fait des mauvaises choses, y compris. Voilà. Et la troisième, ils ont les deux têtes de l'extrême droite. Ils auront à choisir entre ces trois-là. À tout de suite sur France Maghreb 2 avec vos appels 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, jusque 18h avec Tarek Mami. Évidemment, cher Tarek, une question aussi par rapport à ce qui va se passer. Vous savez qu'il y a les cérémonies du 11 novembre. Nous avons Karim là qui voulait qui parler. Attend. Oui, il va parler, vous inquiétez pas. Qui voulait parler de Macron. Oui, il va parler de Macron. Enfin, de ce qu'il veut en fait. De président Macron. Tarek, il y a deux questions que j'ai à vous poser. Donc demain, aux Invalides, il y a une cérémonie pour rendre hommage à des généraux, hein, c'est ça? Des maréchaux, voilà, exactement. Ils étaient 8. Et puis finalement, il y en a que 5. Non, il y en a 5 qui sont aujourd'hui aux Invalides. Voilà. Et les autres ne sont pas. Pour Pétain, on sait pourquoi. Pour les autres, faut aller chercher. Alors l'Élysée a fait un communiqué le soir de cette polémique concernant les propos de Macron, en disant que Pétain ne sera pas cité. Donc au départ, il devait l'être, et finalement, ils ont cédé à la pression. En fait, ils citeront personne. Et à part 5 apparemment. Vous verrez bien. Bon, on verra bien. Et apparemment, information aussi à confirmer, le président Macron ne se déplacera pas. Apparemment. Voilà. Donc, alors qu'il devait venir. Oui. 11 novembre, une conférence de paix est organisée aussi à l'initiative de la France. Oui. Il y a beaucoup de chefs d'État
qui vont arriver ce week-end à Paris pour les cérémonies. Conférence de paix pour qui, pourquoi? Alors, conférence de paix. Moi, j'ai le titre, voilà. Je vous la donne, on fait ce qu'on veut avec cette conférence à laquelle doivent participer donc tous ces chefs d'État. Trump, apparemment, n'ira pas. Il sera à Paris, mais il n'ira pas à cette conférence de paix. Ils se sont pas concernés, lui. Et apparemment, Poutine aussi et Netanyahou ne souhaitent pas se rencontrer. Voilà. Donc voilà, on a un petit peu, même au niveau de la diplomatie internationale, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. C'est du grand n'importe quoi. C'est de l'amateurisme, quoi. Karim. Alors, c'est pas la première fois que je laisse Karim, j'y reviendrai. Karim, il est là ou pas? Allô? Oui, Karim. Bonjour Karim, vous êtes à l'antenne. Oui, c'est pour vous. Vous êtes d'où, Karim? De quelle ville? Voilà. De Créteil. Très bien. On vous écoute. J'appelais pour la question Algérie-Maroc. Allons-y. Super. Alors, Karim. Ouais, allez-y. Parce que j'entends des propos un peu qui partent dans tous les sens. Et à partir de là, je sais pas, je comprends pas. Enfin, il y a une demande, une main tendue qui est claire. Maintenant, on a, le Maroc. Moi, je suis marocain personnellement. Le Maroc attend une réponse claire. Et puis voilà. S'il y a une réponse négative, tant pis. S'il y a une réponse positive, tant mieux. Mais bon, parce que je vois que le débat depuis tout à l'heure, il tourne un peu sur les critiques. Le Maroc vénère le roi. Le Maroc ne vénère pas le roi. Non, ça c'était la dernière. C'était la dernière intervention. La majorité. La majorité, excusez-moi. Il y a la majorité, je pense, des Marocains qui aiment ce roi. Non, excusez-moi. La majorité des auditeurs de France Maghreb 2 sont pour qu'il y ait un travail au commun. Appelez-le unité, on l'appelle comme on veut. Oui, 80% sur Facebook. Voilà, 80% des auditeurs de la radio sont pour. Et puis vous avez quelques auditeurs qui appellent pour appuyer là où ça fait pas mal, parce que croient que ça fait mal. Il y en a même qui a dit, on n'ouvre pas les frontières algériennes parce que le pétrole en Algérie coûte pas cher, et donc il y a toutes les voitures marocaines qui vont venir faire le plein. Alors quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale, hein. Oui, après, faut relever le niveau, parce que bon, ça c'est des phrases de bas niveau quand même. Oui, on est d'accord. Voilà. Pour résumer mon appel, quoi, la demande elle est claire. Maintenant une réponse claire, c'est tout. Et puis on passera à autre chose. Je veux dire, c'est pas. Ok, merci Karim. Voilà. En tout cas, nous à la radio, on est pour. Oui, on est pour dans la limite où tout le monde puisse s'entendre. Nous on dit on est pour. Et s'ils ne s'entendent pas, c'est leur problème. 01 40 33 9000. Donc je disais tout à l'heure avant de prendre Karim, Tarek, vous vouliez je crois rajouter un élément là-dessus sur la diplomatie, sur la France qui veut organiser des choses, et c'est pas la première fois que ça arrive, et c'est pas non plus à mettre uniquement à la responsabilité de Macron, parce que je crois qu'Hollande aussi a fait dans le genre et il s'est plutôt bien planté d'ailleurs. Voilà. Mais la diplomatie française est fortement abîmée quand même depuis des années, hein. Alors on a l'impression que depuis que Chirac est parti, il n'y a plus de diplomatie dans ce pays. À une nuance près. Alors on aime ou on n'aime pas la dernière conférence à laquelle tout le monde a participé à Paris. Ça a été Monsieur Sarkozy qui l'avait organisée, même si elle était démembrée. Monsieur Sarkozy a réussi à faire la fameuse réunion pour la Méditerranée, dans lequel il y avait tous les chefs d'État arabes de la Méditerranée, et il y avait donc le Premier ministre israélien. Donc c'était la dernière grosse ou grande messe qui a eu lieu en France, du temps de M. Sarkozy, et ça ne concerne que la Méditerranée. Depuis, après que M. Obama ait décidé donc de ne pas opposer son veto à une résolution qui condamne Israël et la colonisation, M. Hollande a joué voler au malin et dire j'organise une réunion à Paris dans la foulée, et les Israéliens sont pas venus dans cette réunion. Donc c'est à la fois le recul de la diplomatie française, mais c'est surtout le fait que la diplomatie internationale, y compris à l'ONU, perd dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas de résolution contraignante contre la Syrie, il n'y a pas de résolution contraignante contre l'Arabie Saoudite ou le Yémen, et donc aujourd'hui, c'est soit les États-Unis, soit la Russie qui opposent leur veto aux Nations Unies selon leur propre intérêt. Donc les intérêts généraux sont aujourd'hui, les intérêts particuliers sont aujourd'hui supérieurs à l'intérêt général. Pour faire la boutade, aujourd'hui l'Algérie par exemple c'est la Russie, le Maroc c'est plutôt les États-Unis, et on essaie d'expliquer à ces deux gens-là de bien vouloir, s'il vous plaît, travailler ensemble. Oui, c'est vrai. Voilà, vous avez tout résumé en une phrase finalement. 0,140 sur la complexité évidemment. Chose aussi qui est intéressante de voir, c'est qu'apparemment, donc d'après les infos qu'on a, c'est que Poutine ne souhaite pas rencontrer Netanyahou, donc il y a une brouille entre la Russie et Israël. Elle est déclarée celle-là. Depuis que les avions, au cours de l'avion, donc en Syrie, russe a été abattu par les Syriens suite à une manœuvre israélienne. Donc depuis, le climat n'est pas bon entre les deux pays, et qu'il y aurait eu
mais il faut toujours réserver l'information et mettre au conditionnel. Deux avions russes qui ont été sur le territoire israélien sans qu'ils soient interceptés, parce qu'ils étaient repérés comme russes et qu'ils voulaient pas ou pouvaient pas les abattre. Et vous avez donc les armes antimissiles SS-400 syriens russes ont été remis à l'armée de l'air syrienne. Donc on est dans une période de froid, alors que je rappelle que la Russie ou l'Union soviétique de l'époque a été l'un des pays les plus fervents pour la reconnaissance de l'État d'Israël en 1948 au nom des Kippoutz du socialisme de l'époque. Et tout bon, et utile de le rappeler. Oui. Rachid Damien, bonjour. Salut Christophe, ça va? Bonjour, comment va Amiens, comment va la Somme? La Somme, ça va très bien, à part que là, le Maghreb, il arrive et le froid, il arrive. Quand la nuit tombe, le froid arrive en Picardie. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que le Ramadan en cette période, ça serait magnifique. Hein. Grave. Il va falloir attendre quelques années. Absolument. Rachid, on vous écoute. Bah écoute, moi je t'appelle concernant le sujet parce que bon, Macron, franchement, j'en ai plus rien à foutre. Je vais parler de la frontière algéro-marocaine. Oui. Bah écoute, ils sont tout simplement en train de faire de l'hypocrisie parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'Oranais, il y a pratiquement, quand je dis l'Oranais, c'est la région d'Oran, ça comprend Sidi El Abbès et plein d'autres villes. aussi, faut pas oublier. Il y a, ouais, exactement. Il y a pratiquement 40 000 Marocains qui bossent au noir. Et l'État est au courant, il les laisse rentrer, donc il n'y a aucun souci. Et tous les jours, tu as des transferts d'Algériens qui vont voir leur famille à Oujda en donnant un petit billet, c'est-à-dire l'équivalent de 10 euros, ça fait à peu près, je crois, 2000 dinars, un truc comme ça. Donc on est dans l'hypocrisie totale puisque les gardes frontières laissent faire, prennent les billets, l'État algérien est au courant, le Maroc est au courant. Donc franchement, il faut qu'ils arrêtent de prendre le peuple en otage. C'est juste honteux ce qu'ils font. Ce qui se passe, c'est juste une histoire de nef, Zama. C'est-à-dire, nous, les Algériens, on a nef. Moi, je suis d'origine algérienne. On a le nef. Donc, on va pas ouvrir la frontière parce que voilà, par rapport à ce qui s'est passé, je vais pas retracer l'histoire, mais il s'est passé beaucoup de choses. Et là, le problème, c'est que le peuple qui est justement pris en otage est franchement haram alayhum. C'est honteux. Des familles qui ont des enfants en Algérie, des Marocains qui ont des enfants en Algérie et vice versa, des Algériens qui ont leurs enfants au Maroc, on le voit tous les jours sur des vidéos de YouTube. C'est grave. Wallah, c'est pas des musulmans pour moi. Haram alayhum. Merci Rachid, bon après-midi. Merci beaucoup. Allez, on va voir si... Encore un sur le Maghreb? Ouais, je sais pas, on verra après. On va voir si Trump a plus de succès que Macron, parce que c'était aussi la semaine des élections mi-mandat aux États-Unis, évidemment, cher Tarek. 3 jours après Alizé. Ouais, non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, c'est parti. C'est pas le clavier de droite. C'était un grand jour hier, un jour incroyable. La nuit dernière, le parti républicain a défié l'histoire pour étendre sa majorité au Sénat. Le parti a dépassé toutes nos attentes pour ces élections de mi-mandat. Selon des résultats encore partiels, les Républicains remportent donc le Sénat avec 51 sièges contre 45. Les démocrates s'approprient la Chambre des représentants avec 222 sièges contre 199. Aujourd'hui, c'est plus important qu'une opposition entre démocrates et républicains. Il s'agit d'établir, grâce à la Constitution, des contrepoids à l'administration de Trump. Les démocrates vont travailler pour trouver des solutions qui nous rassemblent, parce que nous en avons tous assez de la division. That's enough. Incroyable cet échange de Trump avec le journaliste de CNN. À qui d'ailleurs il a été retiré l'accréditation illico presto. Ainsi va la démocratie américaine malade. Oui, alors c'est vrai que le système électoral américain est extrêmement complexe. Oui. Nous qui avons l'habitude d'un système ici, on a vraiment beaucoup de mal à comprendre parfois. D'ailleurs, c'est pas rare qu'à des élections, par exemple, je vais prendre un exemple, les démocrates fassent plus de voix que les républicains, et pourtant c'est les républicains qui sont élus. Bref, ceci étant, ce système va changer en 2022. Hein. Parce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu dans plusieurs États des votes partiels qui vont changer. Par exemple, vous avez un État dans lequel les personnes qui ont été condamnées dans leur vie, ils purgent leur peine. Quand ils sortent, de fait, ils sont interdits de vote pendant toute leur vie s'ils ne font pas la démarche de demander pour redevenir électeurs.
Vous connaissez la difficulté. Et donc, une loi a été votée donc, dans cet État, je ne me rappelle pas le nom de l'État, où systématiquement, une fois que quelqu'un a purgé sa peine, je ne sais pas si au bout de 2 ans, 3 ans, il redevient électeur normal. Et ça va basculer parce que ça fait à peu près 1,5 million d'électeurs sur la prochaine présidentielle. Alors, cher Tarek, 3 jours après ces élections de mi-mandat, donc Donald Trump continue de durcir son discours sur l'immigration notamment, alors que de nouvelles caravanes de migrants en provenance d'Amérique centrale sont en route pour le territoire américain. Son équipe veut rendre plus difficile encore les conditions de demande d'asile aux États-Unis. Le gouvernement en fait veut désormais interdire notamment aux clandestins de déposer une demande d'asile politique. Jusqu'ici, la loi américaine autorise donc tout clandestin à déposer une demande d'asile politique aux États-Unis, qu'il y soit entré d'ailleurs par un poste de douane officiel ou après avoir traversé illégalement la frontière. C'est cette loi donc de 1975 que Trump veut modifier. Le président américain entend retirer le droit de postuler à l'asile à tout candidat entré illégalement sur le territoire. On voit donc que cela ne va pas, j'allais dire, ça l'a renforcé cette élection. Est-ce que non? On a l'impression, en tout cas. Alors, vous avez vu ce qu'il a dit tout à l'heure. Il dit ce qu'il veut. Oui. Il a gagné un siège et il a perdu une chambre. Oui. Et il dit, nous sommes les plus forts, on a gagné. Il avait 50 sièges, il est passé à 51 sièges au Sénat. Alors, à sa décharge, ce que le Sénat est une chambre qui est élue pour 6 ans, et renouvelable par tiers. Donc, en fait, le sénateur a un mandat de 6 ans. Alors que de l'autre côté, dans la chambre, le mandat est de 2 ans. Et comme l'élection mi-terme est intercalée par rapport à la présidentielle, donc dans la majorité du temps, le président en place perd la Chambre. Donc c'est pour ça aussi que les démocrates ont gagné, parce que le président, c'est comme Macron aujourd'hui, s'il faisait une élection à l'Assemblée nationale, il perdrait l'Assemblée nationale. Et donc lui, il utilise le fait d'avoir gardé le Sénat pour des raisons donc historiques, et d'avoir gagné un siège comme une grande victoire. Or, il ne peut en gros pas faire grand-chose sur l'Obamacare, c'est-à-dire l'assurance des Américains, sur l'immigration, sur la construction du mur et sur plein de choses. Et sur la politique intérieure, en fait, où ça va lui compliquer un peu la vie. Pour le reste, rien ne va changer, quoi. Ça change rien, quel que soit le président, c'est le président qui décide de la politique. Et d'ailleurs, cette configuration des élections mi-mandat, on peut dire que c'est probablement pas le seul. C'est comme d'habitude, quoi. Obama, ça a été le même système. Oui. Alors, Bush aussi, je crois. Oui. Pour la première fois depuis 2010, les démocrates gagnent cette élection intermédiaire quand ils sont pas au pouvoir. Ouais. Voilà. Hamza qui est du côté de Tremblay en France. Bonsoir Hamza. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va très bien Hamza. On parle du Maghreb, donc on est heureux. On parle de tout dans cette émission. Ouais, c'est ça. On va essayer quand même de finir peut-être cette émission-là avec une petite touche de légèreté, on va dire, même si mon intervention ne fera peut-être pas plaisir pour certains, mais ce sera une minorité. C'était juste pour revenir, encore une fois, sur cette histoire de guerre malheureuse et hypocrite. Allons-y. Entre le gouvernement algérien et le gouvernement marocain. Je fais exprès de dire gouvernement et pas le peuple. Oui. C'est bien une distinction entre les deux. Oui. L'Algérie, en 2013, avait déjà tendu la main, je parle du gouvernement encore une fois, au gouvernement marocain, en l'occurrence Mohamed VI, pour pouvoir parler avec franchise et de manière directe. Donc c'est quelque part à chaque fois, c'est toujours des répliques chacun se renvoie la balle. Professeur du ping-pong, mais du joueur de tennis, mais pas nous. Ouais. Donc ça nous fatigue. C'était juste pour revenir par rapport à ça. Alors effectivement, on attend qu'une chose, c'est d'ouvrir ces frontières qui n'existaient pas à l'époque, il y a très longtemps, oui. que nous n'avons pas créées d'ailleurs. Oui. Et nous, on attend qu'une chose, c'est l'ouverture de ces frontières, le rapprochement de tous les peuples en un seul peuple. Et on espère que ça pourra aboutir à ça. C'est pour ça que je disais que on va essayer de finir cette émission avec une légèreté. C'est pas d'utopie, mais franchement, c'est sincèrement un grand espoir. Qu'on arrête qu'on finisse de parler de les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens, les Égyptiens, et qu'on puisse enfin trouver une unité. Peut-être, et je l'espère, autour de l'islam. Peut-être que c'est l'islam qui nous permettra de... Là, vous allez soulever d'autres polémiques à gauche, donc on va le laisser de côté, parce qu'il y en a qui, aujourd'hui... Je bascule à l'autre émission, c'est ça? Voilà, qui vient à 20h avec Samy. J'aimerais que vous fassiez une promesse, parce que je pourrais pas malheureusement demander l'intervention. En tout cas, peut-être Christophe qui sera présent. Ah non, il sera plus là, lui. Il part. Au bout d'un moment, il rentre chez lui. Vous inquiétez pas, on lui transmet. Allez-y. Est-ce qu'il serait possible de parler de la Jamaat Ahmadiyya?
Jean-Maître Ahmadiyya, je sais pas si vous connaissez. Moi, je connais très bien, mais ça, c'est pas du ressort de Parler Islam. Ça, c'est plutôt des ressorts de LGF. Je vous ferai un truc un jour là-dessus, parce que dans Parler Islam, on essaie plutôt d'être dans la vie pratique des gens, sans pouvoir partir chez les uns et les autres, parce que l'autre, il va demander chez les chiites, et dès que Samy va dire un mot sur les chiites, l'autre, il va lui dire le chiite, c'est pas des musulmans, et vous connaissez. Non, justement, justement, elle fait pas cette distinction-là, c'est la seule. Oui. C'est le seul groupe qui dit, nous, on n'a pas le droit de dire aux autres qui sont koufars, qui sont pas musulmans, qui sont etc. On rentre pas dans ce jeu-là. Oui. C'est pour vous ça que inquiétez pas, c'est pas la seule. D'ailleurs, c'est un sujet qui avait souvent été soulevé par Christophe, il me semble. Ouais. À chaque année où il y avait le début du commencement, du Ramadan, la fin du Ramadan, etc. Et nous, on avait trouvé une solution par rapport à ça. Oui. C'est l'Observatoire de Paris. On a un observatoire, il faut juste les suivre. Oui, c'est comme le UF qui est sur cette ligne, comme beaucoup d'autres. Excusez-moi, vous lisez l'arabe ou pas? Non, malheureusement, j'ai ce gros complexe-là. Bon, parce que vous avez un livre qui en français est très rare et très difficile à trouver et qui coûte très cher, mais qui est la traduction d'un livre qui en arabe coûte 15 ou 20 euros. En arabe, il coûte 15 euros, 20 euros, et qui s'appelle El Milal wa Nihal. Donc, les groupes à l'intérieur d'Islam, les fameux 73, écrit au 12e siècle par un Iranien qui s'appelait Shahrastani. Et je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'islam devraient lire ce livre parce qu'il décrit tous les groupes à l'intérieur de l'islam, groupe par groupe, spécificité par spécificité, sans qu'à aucun moment il ne critique le groupe qu'il vient de décrire. Mais c'est normal parce que le groupe il a intervenu au 19e siècle, monsieur. Non, je parle pas de ce groupe-là. Je parle de tous les groupes. Il dit voilà ce qu'il pense. Parce que et le mec s'appelle, vous trouvez un peu en français, il s'appelle Shahrastani. D'accord. Et c'est les groupes à l'intérieur de l'islam. Et il parle des 73, et il explique... parce que c'est une prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je rentre pas dans ce débat non plus. Moi, je vous donne le titre du livre. Bon, y a pas de souci. Voilà, je vous donne le livre. Ça aurait été très intéressant. Je suis très content d'être passé à l'antenne. J'espère en tout cas pouvoir intervenir, avec grand plaisir, Hamza, quand vous voulez. Quand vous voulez. Dans cette émission. Et il me semble, Christophe, vous avoir vu à Tremblay. Ah, ça se peut, ouais. L'année dernière ou l'année d'avant, je crois. Bah oui, j'ai ma belle famille qui est là-bas, donc c'est forcément. Voilà. En tout cas, chopez-le quand vous le voyez. Venir à la maison, ce sera un grand plaisir en tout cas. Merci Hamza. Chopez-le dans la rue, si vous le voyez, attrapez-le. Pas trop fort non plus. Merci Hamza. Salut, à bientôt. Ciao, à bientôt. 01 40 33 9000. Dans l'actualité évidemment, désolé, mais on termine par une note de tristesse, mais malheureusement, c'est du côté de Marseille. C'est du côté de Marseille, cher Tarek, que nous partons. Vous me laisserez 2 minutes pour parler de ce fameux forum de Paris pour la paix, qui est très compliqué, mais on va essayer de le résumer pour savoir de quoi il s'agit. Bon, alors vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que lundi, il y a 2 immeubles qui se sont effondrés dans le quartier Noailles à Marseille. C'est pas très loin, c'est juste en face. C'est à 2 pas de la Canebière, quoi. Hein. Et surtout, c'est en face de la gare Saint-Charles, en gros. Hein. Oui. Alors, on a évidemment retrouvé cet après-midi. On a appris qu'une 8e personne avait été sortie des décombres, une dame, effectivement, ce qui porte donc à 8 morts dans ce drame. Et depuis, évidemment, c'est la colère des habitants qui s'exprime sur l'insalubrité des logements dans cette ville de Marseille, qui, d'après en tout cas certains responsables, seraient au nombre de 40 000 logements insalubres pour la ville de Marseille. Jean-Claude Gaudin, qui a aussi été extrêmement critiqué en tant que maire de Paris, s'est exprimé sur Europe 1. Non, maire de Marseille, il est pas encore maire de Marseille, pardon. Il s'est exprimé chez le confrère d'Europe 1. Il est un peu amer, Gaudin, de toutes ces critiques. Écoutez. La ville de Marseille, d'abord, vous savez, ce genre de drame qui vient de se produire et qui nous affecte considérablement peut se produire également dans d'autres villes. D'abord, il s'agit d'intervenir. Nous sommes dans la rue d'Aubagne, par exemple, le numéro 63. La ville a pu acquérir cet immeuble après 10 ans de procédure. Nous avons dû lutter pour faire partir les gens qui étaient là et qui ne voulaient pas partir. Et c'est un cas qui n'est pas unique. La plupart de ces immeubles insalubres appartiennent à des privés. Simplement, ce qui me contrarie un peu, c'est de sembler dire qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas fait l'effort nécessaire sur cette politique d'éradication de l'habitat indigne. Oui. Je l'ai commencé il y a longtemps, vous savez, avec Madame Marie-Noël,
Lieutenant. Ensuite, avec le ministre de l'Intérieur, Monsieur Borloo. Bon, depuis 2005... Lorsque vous étiez ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons transformé complètement des quartiers qui étaient dans l'insalubrité. Cependant, là où nous avons le drame aujourd'hui, c'est au cœur de la ville, à 2 pas de la Canebière, dans des bâtiments qui sont très, très anciens. Vouloir 40 000, laisser dire... 40 000 logements qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité. Mais ça, c'est que l'on dit, il y en a aussi dans d'autres villes de France. Mais c'est pas le problème, on parle de Marseille. Non, chaque fois que nous sommes alertés, nous faisons les interventions nécessaires. Je vous dis qu'elles sont très longues, et d'ailleurs, le ministre, monsieur de Normandie, l'a bien compris, parce que quel est mon appel aujourd'hui? Mon appel, je le dis au gouvernement, d'abord des moyens financiers, si on nous les donnait, ce serait une bonne chose, mais également une réglementation qui doit évoluer pour faciliter et accélérer l'action publique. Sinon, vous laissez les marchands de sommeil faire exactement ce qu'ils veulent. Monsieur Alors, Godin, nous ne sommes pas plus vertueux que d'autres. Nous n'avons peut-être pas encore tout fait, effectivement, dans l'éradication dans cette ville, mais nous le faisons au fur et à mesure. Et quand j'entends que maintenant on me reproche d'avoir fait évoluer la ville depuis que je suis maire, alors là, lorsqu'on vous traite d'assassin, vous réagissez comment? Oui, écoutez, ça me fait une peine extraordinaire, ça me touche personnellement. J'ai passé les Marseillaises et les Marseillais. C'était mercredi soir, lors de la manif. Toute ma vie, toute ma vie au service de cette ville. J'aurais pu avoir une carrière politique plus importante à Paris. Je suis toujours resté à Marseille, et les Marseillaises et les Marseillais m'ont à 4 fois reconduit comme maire. Par conséquent, c'est que globalement, ils appréciaient ce que je faisais. Alors aujourd'hui, devant un pareil drame, il faut un bouc émissaire. Bien entendu, le maire dans une ville est toujours responsable de tout. Je n'échappe pas à cela. Mais un peu de décence de la part de mes adversaires politiques qui essaient justement d'anticiper les élections municipales de 2020, date à laquelle je ne serai d'ailleurs plus candidat à la mairie de Marseille. Mais on parle pas d'adversaires politiques, ce sont des gens dans le désarroi qui vous interpellent. Pourquoi est-ce que vous parlez de politique? Je ne comprends pas, monsieur Godin. Parce que les autres en font. Parce que depuis lundi matin, sur la Canebière, nous avons logé dans des hôtels 160 personnes. Aujourd'hui, avec tous les bailleurs sociaux réunis, nous essayons de trouver les logements nécessaires sur lesquels les gens puissent retrouver un logement. Je m'attendais à un peu de compassion. Vous allez sur le terrain politique. Nous l'avons eu, la compassion. Vous l'avez eu, on a l'impression que c'est obligatoire. On m'a même reproché de ne pas avoir parlé plus vite. Comme la presse s'empare de le faire. Non, c'est pas le sujet. La décence nécessitait que d'abord, nous nous inclinions devant les victimes, qu'on reçoive les familles des victimes, qu'on s'occupe des personnes qu'on a évacuées de leur domicile. Voilà ce que le maire de Marseille, ses adjoints au maire et madame le maire du premier secteur, nous faisons. Jean-Claude Godin sur Europe 1. Que dire? Oui. 2 choses. La première, c'est que cette histoire de marchands de sommeil n'a pas été éradiquée. Donc, au lieu de commencer, en même temps qu'il faut éradiquer les logements qui ne sont pas conformes, il faudrait éradiquer les marchands de sommeil et par exemple, je sais pas, par une loi, par un décret, expliquer que le mètre carré dans telle ville ne peut pas dépasser tel montant. Parce que vous avez des petits 15 mètres carrés dans beaucoup de villes en France où le loyer c'est plutôt 600 et 700 euros. Et comme c'est entre particuliers, personne ne peut contrôler. La deuxième chose, moi j'ai appelé le service justement de communication de la mairie de Marseille pour donc à la fois une compréhension et peut-être une interview, et on m'explique clairement quelques documents à l'appui que la mairie de Marseille fait les constats, et ces constats elle les envoie à la préfecture qui doit exécuter les décisions, notamment d'expulsion. Oui, ce qui est logique. Et quand la préfecture n'expulse pas, donc n'exécute pas pour des raisons X, et je peux vous donner une dizaine d'exemples que j'ai en tête et en mémoire, et je le répète, dans une mosquée qui reçoit tous les vendredis près de 1000 personnes. Vous voulez dire qu'à Marseille, les décisions de justice ont du mal à être appliquées? Les décisions de justice, c'est les décisions de la mairie. Parce que la préfecture doit juger au coup par coup s'il faut faire ou s'il faut pas faire. Et donc, par exemple, cette mosquée qui est signalée, je crois, depuis 2013 ou 2015, je me rappelle pas de la date, mais en tout cas, elle n'est pas fermée. Et donc, j'allais dire, personne n'a dit pourquoi le préfet n'exécute pas.
mais tout le monde dit pourquoi M. Gaudin. Et je comprends M. Gaudin, parce qu'on peut reprocher à tous les hommes politiques ce qu'ils ont fait, mais il faut quand même regarder dans quel état ils reçoivent les villes et dans quel état ils les livrent. Et M. Gaudin, son mandat se termine dans quelques mois. Dans un instant, vous avez le loisir et la liberté de nous parler de ce que vous voulez. C'est un petit libertad parmi les sujets que l'on a évoqués aujourd'hui. Le Maghreb aussi. Aussi, bon, bah, surtout même, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF en ce vendredi, avant que j'oublie, parce que c'est important, la semaine prochaine, il y a beaucoup d'invités dans cette émission. Alors lundi, nous recevrons Antoine de Rosière qui va nous parler de ciné avec un film court-métrage qu'il a réalisé sur le harcèlement. Justement, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, à aller voir cette vidéo de ce petit gamin de 7 ans qui, dans une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, Tarek, qui dit qu'il en a marre d'être tapé à l'école et qui demande, qu'il espère retourner au ciel. Enfin, c'est juste, ça, j'ai vu. C'est extrêmement dur, et le harcèlement à l'école devient un sujet extrêmement important, à tel point qu'il va falloir qu'on y consacre une vraie émission, parce que le sujet devient de plus en plus important, et même jusqu'au lycée d'ailleurs. On en reparlera donc avec Antoine de Rosière. Mardi, on recevra on va parler de sport un peu, et en l'occurrence de rugby. Rugby au Maghreb, oui, ça existe, puisque l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique, et on recevera le président de la fédération de rugby, le président de la fédération algérienne de rugby, qui sera avec nous mardi. On lui demandera d'ouvrir les frontières pour que son équipe aille jouer au Maroc. Oui, enfin, je sais pas si lui. Et vendredi, messieurs dames, Salah Amouri, qui on avait demandé à Elsa ici même en direct que dès que Salah arrive à Paris, qu'il vienne chez nous, eh bien. Elle nous a contacté en nous disant il est à Paris et on est à votre disposition, donc il sera avec nous, ainsi qu'Elsa Lefort, sa femme, vendredi prochain, cher Tarek, pour une émission qui lui sera consacrée. On va parler évidemment de la détention en Israël, on va parler de plein de choses avec Salah Amouri qu'on est honoré de recevoir. Voilà pour les invités de la semaine prochaine, bien entendu. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Quel est votre prénom, cher monsieur? Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir monsieur Tariq. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom et votre ville? Mohamed Divry. Mohamed Divry, d'accord. Oui. Oui, j'ai envie de rebondir s'il vous plaît sur le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui. À vous l'antenne. Laissez-moi deviner. L'Algérie-Maroc. D'après vous, allez. Allez-y. Oui, Algérie-Maroc. Allez-y. Ah non, pas du tout. Ah bah très bien. Oui, ça fait partie, hein. Alors. Vous êtes un petit malin, vous, hein. Laissez-moi finir. Allez-y, je vous en prie. C'est honte et désolant, franchement. De voir qu'on est en 2018, dans le 20e siècle. Alors que d'autres unions, à savoir les États-Unis avec ses 50 pays, l'Europe avec ses 28 pays, les BRIC avec le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, tout ça. Et il faut pas, sans oublier Internet qui rapproche les peuples entre eux. On trouve des pays maghrébins avec une religion, avec la même langue et tout ça, sont divisés, ils sont inconciliables jusqu'à aujourd'hui. On est en 2018. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bah non, c'est pas normal. Allez-y, continuez. Autre chose. On trouve que les dirigeants de ces pays, la Tunisie, avec un dirigeant, avec un président qui a 200 ans, l'Algérie, avec un dirigeant, je ne sais pas qu'il est encore vivant ou il est mort. Le Maroc, avec un roi qui grossit de plus en plus. Est-ce que c'est pas normal? Là, vous êtes dans l'attaque personnelle, c'est pas... Non, excusez-moi. Autant que... Non, excusez-moi. Non, mais excusez-moi. Autant qu'on peut critiquer les deux présidents qui sont âgés, autant vous devez savoir, et je vous le dis officiellement, que le fait de grossir pour le roi du Maroc est une conséquence d'une maladie qu'il soigne. Ouais, donc voilà. Et on critique pas les maladies que Dieu ou que la nature ou que je sais pas qui a donné à l'un d'entre nous. Écoutez, c'est pas une critique personnelle, c'est une critique, franchement, c'est des gens qui dirigent un pays, ils dirigent des peuples. Oui, mais pas normal. Votre exemple était intéressant, mais bon, juste, voilà, effectivement, le fait qu'ils grossissent. On vous laisse filer sur les âges. Ouais. Et quoi que je veux pas faire le Tunisien de Tunisie, le président tunisien, il a 100 ans, il a été élu démocratiquement et tout le monde le reconnaît. Bon, si vous voulez. Non. Tariq, je suis tunisien comme vous, donc, non, voilà, mais il a été élu. On sait comment ça se passe. Alors, oui, bon, le deuxième point, non, mais vive la révolution, les gars. Vous confondez. Non, mais cher Hamza, vous confondez apparemment Ben Ali. Mohamed. Il y avait Hamza de 95. Vous confondez apparemment Ben Ali et Béji. C'est pas la même chose. Et vous verrez que l'année prochaine, on risque d'avoir une surprise sur le nouveau président. Ah bon? Ah ben oui. Allez-y, balancez. J'espère pour mon pays. Bon. Bref, le deuxième point. Rapide parce qu'on est, ça y est, c'est la fin là. Allez-y. Alors, je m'adresse à
tous les Français d'origine maghrébine qui s'intéressent à la politique française parce qu'ils sont des Français. Ils sont nés ici, ils ont vécu ici, ils ont fait leur études en France. Donc je ne comprends pas du tout, puisque j'interviens de temps en temps à votre radio et j'écoute pas mal d'autres radios concurrentes. J'y vois très rarement des intervenants d'origine maghrébine. Il faut qu'ils s'y mettent. Sauf pour le foot. Non, pas les foot, je parle de la politique, dans la vie politique. On est d'accord. Et ça, c'est pas normal. Oui. Bon, il faut citer aussi que Kamel, Christophe, un grand coucou à Kamel qui intervient à d'autres radios concurrentes. Et la vôtre aussi, et franchement, qui fait des travaux et qui est dans la lutte. Merci à toi. Franchement, je le salue. Et puisque vous parlez de foot, vous me tendez une perche. Apparemment, il y a un match à haut risque en Tunisie ce soir. Oui, entre le Ahli, donc l'Égyptien, et le Taraji, l'Espérance en Tunisie. Et tout le monde reconnaîtrait, sous guillemets, que le match aller a été mal arbitré. C'est ça, par un arbitre maghrébin, d'ailleurs. C'est les Tunisiens qui dénoncent l'arbitrage, c'est ça, en faveur de l'Égypte. De l'équipe égyptienne. Même les Algériens, même les Égyptiens, à la fin, ils ont reconnu que 2 pénaltys, parce qu'apparemment, il y aurait eu 3 pénaltys dans le match. Et que le deuxième, extraordinaire. Et que le deuxième pénalty égyptien était limite. Et donc, et d'ailleurs, les dirigeants, égyptiens, contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques années avec l'Algérie, demandent à tout le monde d'être calme et ce n'est qu'un match de foot. Et donc, espérons qu'aujourd'hui... ça mobilise beaucoup de policiers en Tunisie. Hein. Ah oui, parce qu'ils ont peur de débordements de part et d'autre, parce que les espérantistes considèrent qu'ils ont perdu le match faute de l'arbitre là-bas et qu'ils auraient dû faire un match nul. Espérons que le match se passe bien pour les deux équipes. Espérons pour l'espérance. Non, mais si vous voulez, ça, j'ai répété. Mais le jeu de mots était de circonstances. Mais espérons que le match se passe bien et que l'essentiel, les gens prennent plaisir. Et ce match-là, je le regarderai pas, je le commenterai pas. J'attendrai juste le résultat pour féliciter l'Espérance si elle venait à gagner. Tarek, il faudrait on parle de la violence dans les stades au Maghreb. Oui, bien sûr. Non, mais ce qu'il faut que les auditeurs, et je pense que la majorité le savent, nous appliquons, cher Christophe, dans notre ligne éditoriale, les mêmes principes. Pour la France, pour la Tunisie, pour l'Algérie et pour le Maroc, parce que notre rôle à nous, c'est pas de dire celui-là il est meilleur, celui-là il est pire, c'est de donner les instruments pour que chacun puisse s'exprimer et qu'on puisse, par exemple, sur le racisme, être contre le racisme, contre les Africains noirs qui le subissent dans les pays du Maghreb. On va pas se voiler la face. Comme nous-mêmes, on se bat ici pour qu'il n'y ait pas de racisme. Donc il faut que les principes que nous nous appliquons à nous-mêmes, puisqu'on revendique toute l'année, que ce même principe soit appliqué à tous. Merci, cher Tarek. Bon week-end. Profitez-en bien. Vous êtes contents, vous les patrons, le jour férié du 11 novembre, c'est dimanche, donc ça tombe bien. Non, on n'est pas contents parce que nos salariés ne travaillent pas et qu'on les paye quand même. Ah ouais, mais non, mais dimanche, on travaille pas le dimanche. Non, si c'est dimanche, on est content. Oui, voilà. C'est dimanche, donc le 11 novembre. Bon week-end à tous. Tâchez d'en profiter et sortez le parapluie parce qu'il va beaucoup pleuvoir encore ce week-end. Et dans un instant, DJ Nabil, 20h, parler islam avec le professeur Samir Abstam, et nous on est de retour dès lundi, évidemment, sur France Maghreb 2, avec Audrey et Anan, qui j'espère sera bel et bien là. Il y a un peu de musique Charbi normalement à 22h. À 22h, oui, absolument, avec notre ami Youssef Hatsmaïl. Voilà. Bonne soirée à tous, merci d'écouter France Maghreb 2, et vous avez raison parce que c'est là que ça se passe. Le rappel de l'actualité de ce vendredi soir, Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. Les secours ont retrouvé un 8e corps, celui d'une femme sous les décombres des immeubles qui se sont effondrés lundi à Marseille. Les corps de 5 hommes et 2 femmes avaient déjà été retrouvés morts. Les autorités recherchaient a priori 8 personnes ensevelies sous les gravats. Le trompettiste Ibrahim Malouf, jugé cet après-midi devant le tribunal de Créteil pour agression sexuelle sur mineur. Il est accusé d'avoir embrassé une adolescente de 14 ans alors qu'elle suivait un stage dans son studio. C'était en 2013. Une nouvelle garde à vue a été levée dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte au sujet d'un groupe de personnes soupçonnées d'avoir préparé une action violente contre le chef de l'État Emmanuel Macron. Il s'agit de la femme interpellée dans l'Isère. Les 4 autres gardes à vue se poursuivent. Le groupe État islamique revendique l'attaque au couteau commis à Melbourne en Australie. Elle a fait 1 mort et 2 blessés. Son auteur est mort après avoir été blessé lors de son arrestation. Il était connu des services de renseignement. L'association des familles victimes du lait contaminé accuse Lactalis et les services de l'État d'incompétence durant la dernière décennie. Elle réclame la fermeture définitive de l'usine de Cran en Mayenne, incriminée dans la contamination du lait. Dans les Alpes-Maritimes, un couple a découvert 53 cadavres de chats dans le jardin de sa nouvelle maison. 2 plaintes ont été déposées et une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Grasse.
La Fédération française de football saisit le Conseil national de l'éthique après les révélations de Mediapart sur le fichage ethnique de jeunes joueurs du PSG. Le Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, annonce qu'il va porter plainte contre le club de foot parisien. De son côté, le PSG promet les résultats de son enquête interne dès la semaine prochaine. Plus de 300 écrivains ont rendez-vous à Brive pour la foire du livre. Elle s'ouvre aujourd'hui et jusqu'à dimanche et c'est la 37e édition de ce rendez-vous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.